Bienvenue, si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est le moment de notre grand angle. Et c'est un livre d'explications. Merci Pascal Boniface d'être avec nous. Vous êtes le fondateur et le directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques, qu'on connaît aussi sous l'acronyme IRIS. Et vous venez de publier aux éditions Max Milo ce livre antisémite qui revient sur les accusations d'antisémitisme dont vous faites l'objet depuis plusieurs années et dont vous vous défendez, avec une préface aussi du sociologue Michel Vieuvorka qui prend également votre défense. D'abord Pascal Boniface, pourquoi ce livre précisément aujourd'hui? Aujourd'hui, ça aurait pu être dans un an ou il y a 3 ans. Disons que cette réputation, cette attaque, ces rumeurs calomnieuses sur mon antisémitisme me poursuivent depuis plus de 16 ans. Et j'ai voulu en fait écrire l'histoire. Dire ce qui s'est passé, quelles sont ces attaques, en quoi elles sont injustifiées, puisqu'on ne peut pas trouver dans tous les écrits que j'ai faits une seule ligne qui soit antisémite, une seule déclaration dans les centaines de conférences que j'ai pu faire. Sinon, j'aurais été traduit devant les tribunaux immédiatement, s'il y a des lois d'une très grande sévérité sur ce sujet en France. Et donc, plutôt que faire l'objet de rumeurs, de calomnies, j'ai préféré écrire l'histoire du début à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment en est-on arrivé là? Et ça pose d'ailleurs un peu aussi des questions sur la société française, sur la façon dont on traite ou dont on ne traite pas ces sujets, puisque mon antisémitisme est en fait une fake news, mais dans les grands hebdomadaires, les attaques qui ont été menées contre l'IRIS, personne n'a mené d'enquête par peur d'être pris dans la tourmente. Alors vous revenez justement sur les origines de cette polémique. En 2001, vous rédigez une note pour le Parti socialiste. C'est un parti auquel vous appartenez. Vous vous occupiez notamment des questions internationales. Et vous écrivez notamment dans cette note que la situation au Proche-Orient et la timidité des socialistes de condamner la répression israélienne confortent un repli identitaire des musulmans en France. Vous appelez en quelque sorte le parti à durcir sa position par rapport au gouvernement israélien aussi dans cette note. Et on vous accuse d'avoir demandé en fait aux socialistes de critiquer davantage Israël parce que le PS pourrait en tirer un bénéfice électoral. Oui, et de dire que j'avais recommandé ça parce qu'il y a plus d'Arabes que de Juifs, alors qu'au contraire, je demandais à ce qu'on applique les principes universels dont le Parti socialiste se réclame par ailleurs sur les sujets, puisque la position du PS qui consistait à l'époque à renvoyer dos à dos Israéliens et Palestiniens en mettant sur le même plan occupés et occupants. Il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était un gouvernement de droite et d'extrême droite avec des ministres qui faisaient des déclarations racistes. C'était quand même incongru pour un parti de gauche, finalement, de fermer les yeux sur l'occupation d'un peuple par un autre. Eh bien, on était là au cœur du problème. Le cœur de la tourmente, c'est que tout de suite, la critique du gouvernement israélien est assimilée par ceux qui veulent le défendre à tout prix à de l'antisémitisme, parce que sur le fond, il est quand même difficile de justifier l'occupation d'un peuple par un autre. Et donc, pour justifier cela, on dit que ceux qui mettent en cause le gouvernement israélien sont animés par un antisémitisme sournois ou affiché. Oui, justement, dans les critiques à votre encontre que l'on peut retrouver sur le net, sur des blogs, on parle notamment de l'ambiguïté de cette note. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Elle n'était pas du tout ambiguë. Dire qu'il faut respecter les principes universels quand on se dit de gauche ou simplement humaniste, ça me paraît normal. Accepter l'occupation me paraît anormal. Et je disais justement, une fois encore, qu'il fallait suivre les principes alors que les arguments de ceux qui s'opposent à un changement disaient toujours « mais attention, pour des raisons électorales, c'est ceux-là qui ne voulaient pas que le parti change d'avis. Pour des soi-disant raisons électorales, il ne fallait pas critiquer le gouvernement israélien. » Donc l'argument a été retourné en fait. Qu'est-ce qui s'est passé en fait après la fuite de cette note, qui était une note interne? En fait, elle était bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'amis d'Israël, que la note circule, c'est tout à fait normal, pourquoi pas. Moi, je suis plutôt universitaire, donc je préfère que mes écrits circulent. Mais ce qui a été fait, c'est un faux procès d'antisémitisme, avec une demande d'exclusion du PS, mais que j'ai quitté de moi-même par la suite. Et puis aussi, au lieu de s'attaquer uniquement à moi, on s'est attaqué au centre de recherche que j'ai créé, mettant en cause ce centre, les gens qui y travaillaient, et ça d'ailleurs, ça a continué encore récemment. Donc en fait, c'est quand même un drôle de climat que dans un pays qui se dit démocratique, attaché à la liberté,
on mette en cause un centre de recherche parce que les positions de son directeur déplaisent. Et donc, normalement, ce n'est pas la définition de la démocratie. Est-ce qu'on vous a reproché des points précis sur cette note dans les échanges que vous avez pu avoir avec ceux qui s'y sont opposés? On peut distinguer des gens qui étaient de bonne foi et dans la discussion. Je n'ai jamais refusé la discussion avec quiconque. Je suis toujours ouvert à la discussion. C'est le sel de la démocratie, du débat. Et donc, souvent, des gens de bonne foi se sont rendus compte que les accusations qu'ils portaient contre moi, étaient infondées. Mais d'autres, en fait, le font de mauvaise foi. Le font de mauvaise foi parce que, une fois encore, c'est une façon. La rumeur est quelque chose qui est distillé, et vous répétez une centaine de fois, 1000 fois le même argument faux, il devient vrai pour beaucoup de gens. Et je sais qu'il y a de nombreux juifs français qui ne me connaissent pas, mais qui sont persuadés que je leur veux du mal parce que, voilà, ils l'ont entendu au fur et à mesure. Vous écrivez d'ailleurs dans votre livre que Bernard-Henri Lévy sur Radio J a évoqué une petite secte Boniface Ramadan Soral Dieudonné, composant, je cite encore, une nébuleuse idéologique, qu'il vous est associé à ces noms. Ça vous a fait réagir, j'imagine? Oui, bien sûr, parce que c'est bien beau de dénoncer le complotisme, mais d'imaginer que j'ai fait un complot avec Soral Dieudonné et Ramadan, etc., c'est quand même à proprement vraiment fou. Et bon, écoutez, Bernard-Henri Lévy, on sait quand même à peu près qui il est. Il s'est déclaré ultra défenseur d'Israël, c'est son problème, mais je trouve quand même pour le moins regrettable qu'il mette en cause des compatriotes français et qu'il cherche à lui qui veut qu'il n'y ait pas de boycott des produits israéliens produits dans les colonies, demande le boycott d'un intellectuel français parce que ses positions sur le Proche-Orient lui déplaisent. Alors, il y a eu beaucoup d'attaques contre vous, notamment d'anciens camarades du Parti socialiste, Dominique Strauss-Kahn, qui a traité votre note de misérable, par exemple. Julien Drey, qui a, je crois, 3 ans, avait dit que vous étiez en train de construire un peu un retour de l'antisémitisme en France. Comment avez-vous réagi à ces attaques? Les avez-vous appelés, justement, ces gens qui vous ont... Alors non, je ne les ai pas appelés, mais j'ai répondu à chaque fois sur les réseaux sociaux. Julien Drey, je crois que c'est pas la peine. Enfin, disons qu'on sait ce que sont devenus ceux qui m'ont attaqué à cette époque, et finalement, je trouve que j'ai pas trop de leçons de morale à recevoir d'eux. Vous revenez aussi sur ce que vous avez vécu comme une trahison, et notamment celle donc avec Manuel Valls qui, dans le magazine Marianne, c'était en novembre dernier, a écrit, je cite, « Je considère par exemple que ce qu'écrit l'universitaire Pascal Boniface depuis des années pose un vrai problème. J'ai d'ailleurs saisi les ministres des Affaires étrangères et des Armées qui financent l'IRIS à ce sujet, même s'ils ne parlent pas au nom de l'IRIS. » Oui, c'est quand même hallucinant doublement. D'une part, le journaliste qui l'interviewe ne lui demande pas de s'expliquer. Normalement, quand un ancien Premier ministre, un homme politique du premier plan, demande à ce qu'un centre de recherche disparaisse ou n'ait plus de contact avec le gouvernement, ça interpelle. Si on est pour la démocratie et la liberté, on n'est pas en Biélorussie. Si ça se passait en Russie, Marianne serait le premier à protester. Là, non, aucune réaction du journaliste. Et puis, le fait que Manuel Valls, qui d'ailleurs a été membre du conseil d'administration de l'IRIS, bien après la note, qui, lorsque j'ai quitté le PS, m'a envoyé un mot manuscrit que je retransmets dans le livre, en disant qu'il est de tout cœur avec moi, je n'ai pas changé. C'est Manuel qui a changé. C'est à lui de s'expliquer pourquoi il a changé, mais je serais heureux de pouvoir débattre avec lui sur tout cela. Non, mais je serais, Manuel, si tu as vent de ce débat, je serais heureux de pouvoir débattre publiquement avec toi, parce que j'ai l'impression que moi, je n'ai pas changé, mais que toi, tu as changé. Et expliquons-nous, ça serait peut-être très intéressant. Alors, certains estiment aussi que vous êtes obsédé par Israël. Est-ce que c'est le cas? Vous avez écrit de nombreux livres depuis la note de 2001 sur Israël. Oui, alors ceux qui me reprochent, en fait, n'ont qu'une idée en tête, c'est Israël. C'est-à-dire que ceux qui ne parlent que d'Israël, dont la production, dont les préoccupations sont constantes, c'est Israël. Moi, j'ai écrit de nombreux livres là-dessus pour répondre aux attaques dont je suis l'objet. Mais vous n'aviez pas écrit sur Israël avant 2001, justement, avant 2003 même. Non, effectivement. Et donc, quand vous êtes attaqué, que vous servez de punching ball à des dizaines, des centaines de gens, vous avez en toi envie de répondre. Puis j'ai fait des livres de débat avec William. Est-ce que vous n'avez pas alimenté vous-même le débat aussi? En fait, donc, il aurait fallu que je me taise et que je reçoive les coups sans rien dire, ce que certains souhaitaient, effectivement. Il y a des gens qui veulent faire des checkpoints intellectuels où vous attendez patiemment, vous recevez les coups, vous êtes humilié, mais vous n'avez pas le droit de réagir. Mais en fait, les questions sur le Proche-Orient, ça prend 10% de la production, 15%, et c'est quand même
je dirais, à peu près normal, vu quand même l'importance que ça a. Par contre, c'est une grande partie de mes soucis, de mes ennuis. Mais j'ai écrit sur de nombreux autres sujets, très variés, la politique française, la dissuasion, la géopolitique du sport, football aussi, le football. Et en fait, ceux qui me reprochent d'être obsédés par Israël sont ceux qui le sont vraiment. Mais eux, ils sont obsédés pas par Israël, ils sont obsédés par la défense du gouvernement israélien. Et ce sont eux qui importent le conflit du Proche-Orient en France. Alors justement, vous, c'est ce que vous défendez. Vous dites que vous n'êtes pas antisémite. En revanche, vous dites que l'on peut critiquer le gouvernement israélien. Oui, je dis souvent à ceux qui m'accusent, je vais dire, dans la lutte contre l'antisémitisme, je suis votre allié. Je fais de conférences et j'essaye de rétablir les choses, y compris devant des publics difficiles. Par contre, dans la protection du gouvernement israélien, je ne suis pas votre allié. Et je vois qu'il privilégie finalement la défense du gouvernement israélien à la lutte contre l'antisémitisme. Est-ce que vous avez écrit ce livre dans un esprit de revanche, hein? Vous écrivez tout au long du livre et vous défendez l'idée que l'on puisse débattre de manière pacifiée, notamment sur cette question du gouvernement israélien, mais on a aussi l'impression que vous réglez des comptes avec de nombreuses personnes aussi. Écoutez, je me défends, je ne règle pas des comptes. On peut dire que c'est un peu agressif quand même parfois. Oui, enfin bon, j'ai une plume un peu vive, mais en tous les cas, je réponds aux coups que j'ai reçus. Je ne peux pas rester les deux poings liés dans le dos à recevoir des baffes et des coups de poing ou des coups de pied dans le ventre sans réagir. Mais c'est une façon de débattre. Et puis je crois qu'au-delà de mon cas personnel, il y a un problème général. Il y a un problème général, comment débattre sainement de ces questions? Parce que si le débat n'a pas lieu ouvertement et de façon publique, il a lieu de façon souterraine, de façon nauséabonde. Et ceux qui veulent interdire le débat sur le conflit du Proche-Orient en France, en disant que ceux qui l'ouvrent sont antisémites ou obsédés par cela, eh bien finalement suscitent des réactions beaucoup plus malsaines et suscitent effectivement un débat qui a lieu de façon beaucoup plus nauséabonde. Dernière question, Pascal Boniface. Est-ce que ce livre, c'est l'expression d'une blessure également ? Oui, je ne peux pas dire que je sois sorti indemne. Quand vous êtes attaqué, que votre famille est attaquée, que vos enfants sont attaqués depuis 16 ans, je ne peux pas dire que je me porte comme un charme par rapport à ces attaques. Merci Pascal Boniface d'avoir répondu à nos questions. Votre livre Antisémite est publié aux éditions Max Milo. Merci d'avoir été avec nous.